Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Il gaspille tout nos dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette tranche de bœuf politique. Nous allons recevoir un jeune qui, depuis les événements qui sévissent au Cameroun depuis 2-3 ans, a décidé de prendre son bâton de pèlerin, de parcourir les rues européennes, d'abord de Paris, européennes ensuite, pour, n'est-ce pas, pour sensibiliser sur la cause anglophone dans un premier temps. Secondo, il fait partie de la fameuse brigade anti-Sardinat, dont les opérations coup de poing qui sont menées ça et là en France, il va nous en parler. Il a surtout lancé un mot d'ordre pour le 8 mars prochain, donc dans 3 mois. Il va également nous édifier là-dessus et répondre à ceux qui l'accusent d'être un déshabilleur. Voilà. Bonjour Max. Bonjour Jackie. Comment ça va Max? Ça peut aller, merci. Ça peut aller. Bon, moi je serre toujours les mains de mes invités pour être certain que c'est vraiment eux qui sont venus, ils n'ont pas envoyé le sosie. Oui. Ce solide, non, ça fait mal, là. J'ai eu mal au point là. Bon, tu sais, nous sommes des hommes. Un vrai homme, quoi. Un vrai homme. Alors Max, vous êtes habillé en tenue traditionnelle, je ne vais pas dire anglophone du tout, car les anglo-saxons n'ont pas introduit cette tenue au Cameroun. On va dire que vous êtes habillé en tenue traditionnelle du nord-ouest, du sud-ouest. Oui, et de l'ouest aussi. Et de l'ouest aussi. Ces couleurs également, on les retrouve chez nous à l'ouest. C'est le Grassfield en fait. Oui, c'est le Grassfield, effectivement. C'est pour montrer aux personnes que nous aussi, nous avons une culture et tout ça. Nous, on préfère s'habiller, n'est-ce pas, en tenue de chez nous. Comme ça, on se sent encore comme on est du pays. Ouais, surtout, ça tient chaud, hein? Oui, ça tient chaud, ça tient très chaud. On peut toucher? Bah, bien sûr. C'est du fait maison, hein, c'est venu tout droit du Cameroun. Ah bon? Donc, ouais. Il fallait m'en procurer une. Hein? Ah ben bien sûr, bien évidemment, avec le collier qui va avec et tout, on se sent chez nous. Je vous en demande, je vais appeler David également, je vais l'appeler à David Adbo pour qu'il voit aussi comment me procurer la grande tunique, là, j'adore ça. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que c'est une façon de montrer votre solidarité à nos frères, à vos frères des régions nord et sud-ouest du Cameroun qui depuis presque 3 ans ont sombré dans la guerre civile, on dirait comme ça? Oui, une façon, oui, et aussi une façon de démontrer aux gens que on peut très bien être en Europe, mais on n'en demeure pas moins de chez nous. Ça veut dire quoi? Nous, on a toujours aimé notre culture, on vit avec notre culture et on mourra avec notre culture. Donc c'est ça. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun? Jackie, la situation au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun est plus que catastrophique. Nous sommes là, nous faisons face à une situation humanitaire sans pareil. Depuis l'histoire de notre pays, nous avons des milliers de morts. Des milliers? Des milliers de morts. Nous avons des milliers de réfugiés et des centaines de milliers de déplacés. C'est une situation plus que catastrophique, comme je disais, et qui devrait normalement attirer l'attention de toute personne qui se soucie réellement de son frère ou alors qui se soucie de son compatriote. Mais curieusement, c'est comme si c'est un non-événement, un non-lieu. Pourtant, c'est une grosse catastrophe que nous sommes en train de vivre actuellement au pays. À côté de vous, il y a un jeune homme, Michel Bimeton, qui est journaliste, qui passe en comparution aujourd'hui. Nous sommes le 5 décembre 2018. Hein. Il m'a été dit qu'il passera en comparution aujourd'hui. Il lui est reproché de faire l'apologie du terrorisme parce qu'il a soutenu vos frères de ces 2 régions nord et sud-ouest. Qu'est-ce que cela... Michel Bimeton en particulier, j'ai d'abord un message pour lui. Courage, mon frère combattant. On ne baisse pas les bras, nous on combat toujours pour toi. On peut arrêter un Michel Bimeton, mais 10 000 Michel Bimeton viendront derrière. Alors Michel Bimeton, c'est un jeune Camerounais que j'ai connu sur la toile, que je suivais sur la toile, qui exposait le problème anglophone comme il se présente. Donc il exposait le problème dans le fond, l'histoire, comment est-ce que le Cameroun a fait pour se constituer en un État qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après
l'époque coloniale, on peut dire comme ça, pendant les Allemands, les Français, les Anglais, il a essayé de retracer, comme on dit souvent, faire la chronologie des événements et exposer au grand jour les véritables revendications de ceux-là qui sont appelés aujourd'hui des sécessionnistes terroristes par les pontes du régime de Yaoundé. Donc Michel Biemton ne faisait pas dans la langue de bois, il exposait les problèmes tels qu'ils sont. Donc voilà la raison pour laquelle Michel Biemton aujourd'hui est arrêté par le régime répressif de Yaoundé qui ne sait que faire ça, intimider, user de la répression, même quand il y a la vérité, ils essayent de cacher. Donc beaucoup de courage vraiment à mon frère Michel Biemton. Il y a un mois environ, une autre journaliste camerounaise était passé quelques jours derrière les geôles, accusée d'avoir emboîté le pas Michel Biemton, Mimi Mefo. Et j'ai l'impression qu'au Cameroun aujourd'hui, depuis l'affaire Mimi Mefo, les gens évitent de parler de cette crise dite anglophone. Et effectivement, vous allez vous souvenir, mon cher, à l'époque, quand ce problème n'était pas encore arrivé au niveau où il est aujourd'hui, le ministre de la Communication du Cameroun, qui avait fait des plateaux, le tour des plateaux télé pour avertir les gens, à Mondo Vision, il avait dit à une journaliste sur le plateau télé, si vous invitez un sécessionniste sur votre plateau, je ferme votre télé. En effet, monsieur Issa Chiroma Bakary. Et oui, effectivement, c'est de lui qu'on parle. Sur JMTV+, oui. Et c'est de lui qu'on parle. C'est quand même curieux venant d'un monsieur qui avait été accusé, n'est-ce pas, de tentative de coup d'État, qui avait même fait la prison pour ça. Et aujourd'hui, se met en donneur de leçons. Alors, Mimi Mefo, c'est une dame qui est très brave dans son métier de journaliste et qui n'a pas la langue de bois non plus. Et vous savez très bien que le régime de Yaoundé a trop peur des personnes qui disent les choses telles qu'elles sont. Donc Mimi Mefo a été informée, n'est-ce pas, d'une situation qu'elle a relayée. Déjà, avant d'être journaliste, elle est d'abord une femme qui s'intéresse à l'actualité. Parce qu'elle est à moitié de ce coin-là. Et effectivement, maman, hein. Voilà. Donc, elle a relayé l'information telle que reçue. Et on n'a pas compris comment est-ce qu'on a pu l'arrêter pour des motifs vraiment bidons. Pour des motifs vraiment bidons, comme on dit. Et c'est vraiment triste dans un pays où on dit qu'il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression, quand des journalistes, nous avons nommé notre frère Michel Biemton ici, nous nommons Mimi Mefo. Et un autre qui vient d'être envoyé en prison, on accuse Samuel Eto'o d'être derrière. Et bien d'autres qui ne peuvent pas s'exprimer normalement. Ils ont besoin des pseudo-journalistes qui vont dire des choses comme ça les arrange, dans le but de contrôler la communication. Vous savez, dans un État, lorsqu'un gouvernement contrôle la communication, c'est grave, c'est une forme de dictature sans pareil. Parce que lorsque le peuple n'est pas informé, rien ne peut se passer. Et alors, les personnes qui donnent, qui communiquent comme il se doit, au terre à terre, comme on dit souvent chez nous au quartier, bah, ces personnes font peur. Sachez que ce n'est pas que chez vous, même ici chez nous en France, ça se fait. J'en profite pour saluer le confrère Rémi Buzine qui a montré les réalités, hein, la vérité de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées la semaine dernière, ce que les grands médias ne montraient pas. Et Rémi Buzine l'a montré, donc merci à toi Rémi, tu fais du bon travail. Alors, on sait que ces jours-ci, le président Biya aurait, j'ai dit aurait parce qu'on ne le voit pas, il aurait signé un document arguant que tous ceux qui décident de déposer les armes au nord, au sud-ouest et même au nord du Cameroun avec les événements de Boko Haram seraient intégrés dans l'armée régulière. Est-ce vrai ou faux? Excusez-moi, mon frère, comme c'est dit, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, parce qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel. Déjà, notre monsieur Paul Biya, c'est comme ça que je vais l'appeler, parce que pour moi, mais ça m'engage, tout ce que je dis ici m'engage, ça n'engage que moi, ça ne vous engage pas, bien évidemment. Pour moi, monsieur Paul Biya n'est plus le président de la République du Cameroun, pour moi, parce que... Qui l'est? Pour moi, c'est le professeur Maurice Kamto qui a été élu. C'est pas que pour moi, s'il y a des faits. Donc, il y a des faits, il y a des preuves, il y a tout ce qui va avec. Nous avons vu à Mondo Vision. Donc, pour moi, c'est plus... Paul Biya, je ne le considère plus comme le président de la République du Cameroun. Il faut qu'on soit clair dessus. Maintenant, c'est un monsieur qui a toujours eu à gérer les choses comme un fantôme. Décret par-ci, décret par-là, mais lui-même, on ne le voit jamais au devant de la scène. C'est quand même curieux. Pour une décision aussi importante, il faudrait
une communication venant de lui. Parce que s'il doit avoir amnistie, il faudrait que ce soit le président de la République, n'est-ce pas, qui prenne des responsabilités, qui s'adresse à la nation. Mais comme il n'est plus président de la République, selon vous? Voilà, justement, peut-être c'est pour ça. Parce que bon, même quand il était président de la République en 2016, c'est lui qui s'est placé à l'aéroport et il a déclaré la guerre. Il a lu ce qui était écrit sur un bout de papier, d'où j'avais même eu une réaction à l'époque qui a essayé de faire le tour de la toile. Parce qu'un président de la République qui revient du sommet à l'ONU où il dit qu'on doit être mendiant de la paix, qui dit qu'en Syrie, partout, il faut qu'on essaie de mettre la paix. Mais curieusement, dès qu'il atterrit chez lui, il déclare la guerre. Vous voyez un peu, donc, c'est un président qu'on ne comprend pas très bien. C'est un monsieur qu'on ne comprend pas très bien. On ne comprend pas sa façon de gouverner le Cameroun et d'agir dans le but de créer, de trouver des solutions pour les problèmes du pays. Il a toujours sa façon de faire un jar. Donc, moi, je ne crois pas à cette histoire parce que pour une chose aussi importante, il faudrait qu'il communique lui-même dessus et qu'il dise voilà, une amnistie générale, pas seulement pour ceux qui ont pris les armes, mais pour ceux-là qui sont réfugiés un peu de partout, qui ne veulent plus, qui ont peur de revenir au pays parce qu'ils ont peur de ce régime répressif. Donc ça ne concerne pas seulement les jeunes-là qui ont été forcés à prendre les armes, mais ça doit concerner tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin, n'est-ce pas, à cette crise. Mais, Max, il y a des milliers de réfugiés, il y a des villages incendiés, il y a les viols. Je vais arrêter la liste là, car elle est longue, n'est-ce pas? Vers quoi s'achemine-t-on avec cette réélection de M. Biya? On va l'appeler comme ça. Si vous l'appelez autrement, moi je suis obligé de l'appeler réélection. D'accord? Chacun son rôle. Vers quoi s'achemine-t-on avec cette réélection de M. Biya qui commence avec des communiqués un peu fantaisistes? On ne sait pas si c'est lui qui a signé un communiqué ou pas. Vers quoi s'achemine-t-on dans ces deux régions-là? Nous, actuellement, nous sommes en train d'aller vers le chaos total. Parce que c'est déjà assez grave pour qu'on s'amuse. Et nous sommes en train d'aller vers le chaos total. D'où je décris toujours l'incompétence de M. Biya dans le domaine, surtout dans ce domaine-là qu'il connaît très bien. Je vous rappelle que dans les années 70 et autres, M. Biya, il connaissait déjà tous ces problèmes. Il a travaillé dans le gouvernement d'Ahidjo avant d'être président de la République. Donc il connaît parfaitement comment résoudre ce problème. Il est aux affaires depuis 1962. Hein, voilà. Moi, je n'étais pas né à l'époque, mais j'ai cru savoir qu'il était aux affaires depuis 1960 quelque chose. Voilà. Donc, M. Biya est mieux placé que tous ceux qui sont dans ce gouvernement actuel pour connaître quels sont les véritables problèmes qui engendrent toutes ces querelles qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Donc, si ce problème arrive à ce niveau, n'est-ce pas, c'est toujours dû à son incapacité, n'est-ce pas, prendre des décisions quand il faut, son incapacité d'écouter, de comprendre les pleurs du peuple. Et ça ne peut pas être celui qui pose les problèmes qui va forcément les résoudre. Comme Einstein disait, c'est une grosse erreur de croire que ceux qui ont posé les problèmes soient capables de les résoudre. Grosso modo, pour vous, le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est M. Biya. S'il partait, pensez-vous que les sécessionnistes déposeraient les armes? À 95%, pour ne pas dire à 100%, à 95% sûr. Parce que ces gens n'ont pas un problème avec les francophones, ils n'ont pas un problème avec la population, ils ont un problème avec les prévaricateurs de la République, ils ont un problème avec M. Biya qui a passé son temps à les tromper. Et au moment où ils ont voulu faire entendre leur voix, c'était la répression plus. Donc ils ont un gros problème avec M. Biya, ils n'ont pas un problème avec la population camerounaise. Même ce problème de sécession qui ne fait que s'accentuer, c'est parce qu'ils se disent que, moi je vais vous dire les choses comme elles sont, ils se disent que nous, de l'autre côté, sommes trop pacifiques. On ne peut pas accepter ce genre de gouvernement depuis 36 ans et on continue dedans. Eux, ils préfèrent se séparer de nous. Parce que nous, apparemment, on se plaît sous le régime Biya. Eux, ils ne se plaisent plus. Et quand ils veulent parler, on les maltraite et tout. Ils demandent la sécession tout simplement. Donc, M. Biya est incapable de gérer ce problème. Avec M. Biya, ce sera chaos plus chaos plus chaos. Vous avez vu la sortie
du professeur Maurice Kamto, son excellence, le professeur Maurice Kamto, qui a essayé de donner plan par plan comment sortir de cette crise. Et il avait même dit à l'époque que s'il est élu, la première sortie officielle serait dans ces régions, d'où je tiens à vous rappeler, M. Biya n'a jamais mis pied depuis le début de ce problème. Voilà. En effet, M. Kamto, assis à la même place que vous, l'a dit ici là, au mois de mai dernier, il y a donc 6 mois de cela. Nous allons certainement revenir là-dessus, car la suite du programme fait qu'on ne peut ne pas revenir là-dessus. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui Max, qui est l'une des figures très en vue du mouvement, la brigade anti-Sardinard sur la place parisienne. Je ne me suis pas trompé, j'espère. Pas du tout. Dans mon rôle de communicateur, j'ai une certaine visibilité. Et comme les Camerounais prennent beaucoup plus d'informations sur la toile aujourd'hui qu'ailleurs, donc du coup, c'est mon image qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. En effet, voilà. En effet, il se murmure que les problèmes de leadership ont commencé à poindre leur nez dans votre brigade anti-Sardinat. Est-ce vrai ou faux? Les problèmes de leadership dans le secteur, dans le domaine des Camerounais, c'est quelque chose, c'est monnaie courante. Donc, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un qui a commencé à se battre depuis, ça fait plus d'1 an et demi que je fais des directs tout le temps pour essayer d'éveiller les consciences. Je ne me suis jamais réclamé leader de quelque chose. Vous n'êtes pas président de quelque chose? Je ne suis pas président de quelque chose. Vous, les Camerounais de la diaspora, il y a un président par chambre, j'ai l'impression. Ben voilà, justement, et c'est ça qui pose problème. Il suffit d'arriver en boîte ou bien dans une soirée, acheter une bouteille de champagne que je préfère ne pas citer, et on devient président de quelque chose. Effectivement, c'est ça qui pose problème. Je ne me suis jamais revendiqué d'être président de quoi que ce soit. Dernièrement, il y a eu, avec les événements, n'est-ce pas, électoral au Cameroun, il y a eu, comment dire, une conscientisation générale. Bon, je ne vais pas aussi dire que voilà, on a travaillé depuis et c'est pour ça que les Camerounais se sont réveillés. Peut-être nous y sommes pour quelque chose, mais il y a eu une conscientisation générale. Un rejet ou une révolte? Oui. Par rapport au problème du Cameroun, beaucoup de Camerounais de la diaspora se sont réveillés pour dire non, on a trop dormi, il faut qu'on essaye d'agir. Et dans ça, il y a donc eu ce mouvement qui a été nommé, n'est-ce pas, par notre jeune frère combattant Calibri Calibro. Calibri qui était là il y a 2 semaines. Voilà, brigade anti-Sardinat. Nous, en tant que des communicateurs très connus sur la toile, je ne vais pas vous citer les noms de tous les activistes connus, on a soutenu ce mouvement comme on pouvait, parce qu'on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on soutienne, on doit prendre position à ce niveau-là. Donc du coup, il y a certaines personnes qui ont profité, qui sont entrées dans ce mouvement. Je ne sais pas très bien quelles sont leurs intentions, mais qui viennent et qui commencent à se revendiquer comme étant des leaders de ceci, comme étant des créateurs de cela. D'où l'engendrement de toutes ces querelles internes qui ont fini par se retrouver sur la toile. Et c'est vraiment dommage parce que les Camerounais ne comprennent pas ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, ça, ils n'aiment pas l'ombre. Ils n'aiment pas l'ombre. Tout le monde veut être général, tout le monde veut être commandant, colonel de tout. Et... On va faire quelque chose, Max. On va organiser un petit footing. Tous ceux qui se réclament général, caporal, machin truc, vont venir là. Il faudrait qu'ils courent 100 mètres en moins de 15 secondes. Tous ceux qui vont échouer perdent leur grade de général. On fait comme ça. Ben voilà, ouais, je suis sûr que c'était une petite blague pour détendre l'atmosphère. Non, le problème, c'est que je ne comprends pas très bien cette façon de faire. Cette façon de faire, les gens qui disent toujours moi, je suis, c'est pas une façon de faire, parce que actuellement nous faisons face à une situation catastrophique dans notre pays. Notre pays est en train de sombrer comme le Titanic, et il y a des personnes qui s'amusent, qui pensent que on montre notre visage comme ça là pour blaguer, pour s'amuser ou pour rigoler. Je vais rappeler, mon frère, déjà
on me connaît sous le pseudonyme de Max, Senior Ivoire. C'est un pseudonyme qui m'a été donné par mes amis depuis l'enfance. Parce que, je ne vais pas trop allonger, j'étais fan des jeux vidéo et autres. Voilà. Donc, du coup, on m'a donné ce nom Max comme Max Payne. Max Payne, un très grand espion comme ça qui s'était retrouvé dans les PlayStation et autres. Et ensuite, Senior Ivoire, c'était une façon de dire, parce que moi j'étais toujours comme un leader et solide comme le roc. Du coup, Senior, c'était parce que j'étais toujours leader et Ivoire parce que j'étais solide comme le roc, d'où ce nom. C'est pas un nom qui a été capté. Est-ce que vous avez envie de donner votre... Bien sûr, Jacques, moi, faut passer. Certaines personnes pensent qu'on se cache. Moi, je m'appelle Tchassem Kayo Brice. Tchassem, T-C-H-A, 2-S-E-M, Kayo, K-A-Y-O, Brice. C'est mon nom. Je suis Camerounais à 100%. Je vais poursuivre. Le porte-parole de Maurice Kamto était reçu par mon confrère de l'émission 7 minutes pour convaincre. Et cette question, s'il lui était posée, je m'en vais vous la poser également. Avez-vous jamais été en contact direct avec Maurice Kamto? Aucunement, jamais de la vie. Je poursuis. Avez-vous jamais reçu le moins de centimes de Maurice Kamto ou de quelqu'un dans son entourage pour vous financer, vous, de la brigade anti-sardinard? En aucun cas, jamais de la vie. Que vous auriez reçu de Maurice Kamto 30 000 €. Est-ce vrai ou faux? Ben, c'est tout à fait archi faux. Avez-vous jamais reçu le moindre centime de quelqu'un du Cameroun ou dans la diaspora pour financer la brigade anti-sardinard? Pour financer la brigade anti-sardinard, je dirais non, parce que il y a un monsieur spontanément, tout le monde avait vu dans la vidéo lors du premier blocus, moi-même j'étais pas sur le terrain, les généraux et Wanto et autres y étaient. Il y a un monsieur qui a vu l'engouement, n'est-ce pas, la révolte des jeunes, qui est venu et qui a dit voilà, moi je vais vous donner, je vais vous apporter mon aide, ça va vous aider pour vos futurs déplacements, parce que je sais que le carburant et autres, ce sera sûrement lourd. Je suis un Camerounais et j'aime ce que je vois. Je sens que les Camerounais sont réveillés et je veux apporter mon soutien. Il avait remis la somme de 1500 € au gars sur le terrain. C'était pas prémédité. C'est un monsieur qui avait vraiment besoin de soutenir le combat. Donc, les gars, puisque les gars n'étaient pas là pour une somme d'argent quelconque ou quoi que ce soit, il a été décidé là, devant au moins 6000 téléspectateurs en direct live, que cet argent serait remis directement à la fondation Aya Abine, qui s'occupe de nos frères réfugiés anglophones et des victimes de guerre. Effectivement, monsieur Aya, à qui je passe d'abord mes sincères salutations, parce qu'il fait un travail énorme à ce niveau-là, et chose dite, chose faite. Voilà. Vous n'avez pas touché un seul centime des 1500 €. Jamais. Pour ceux qui vaut quand même 1500 €, c'est moins d'1 million de francs CFA. C'est 990 000 et poussières, quelque chose comme ça. C'est moins d'1 million de francs CFA. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler d'une journée qui vous tient particulièrement à cœur. Le 8 mars. C'est dans 3 mois. Dans 3 mois et 3 jours. Ouais. La journée du 8 mars. Il se dit que vous, Max, avez décidé de déshabiller les femmes qui oseraient porter le pain du 8 mars ce jour-là, les femmes camerounaises. Est-ce vrai ou faux? Bah, c'est faux. Si on veut prendre des paroles de quelqu'un toujours au premier degré en ce qui concerne des situations, ce serait vraiment dommage. Parce que lorsqu'on dit peut-être déshabiller un policier, ça ne veut pas dire le mettre nu, mon frère. C'est le révoquer de sa fonction. Bah, effectivement, c'est une façon de dire, nous allons vous empêcher de fêter le 8 mars. Bon, pourquoi? Attention, la langue française au Cameroun souffre beaucoup aujourd'hui. Lorsque je lis les rédactions des gars qui sont étudiants en Goekele, ceux qui font 3e année, je me demande, mon Dieu, les cours de français, de grammaire, donc la compréhension a peut-être lycée. Qu'est-ce que vous vouliez par là dire concrètement? Dites-le aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, mes chers frères et sœurs, il n'a jamais été question de déshabiller une femme ou de la mettre nue en public ou même en privé. Ce serait vraiment barbare et nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Je me rappelle, même si c'est à cette époque-là, on ne déshabillait pas les femmes. Voilà. Donc, c'est une façon d'attirer l'attention, n'est-ce pas, sur la femme. La journée internationale du droit de la femme, c'est pas la journée d'un quelconque pagne où vous pensez que si vous avez porté ce pagne, ça veut dire que vous avez déjà vos droits ou alors vous allez fêter ou je ne sais pas trop quoi. Je veux toujours rappeler ceci. Si nous sommes
parfois dans les nerfs lorsque nous parlons, c'est parce que lorsqu'on regarde la situation de nos frères et sœurs qui sont dans les régions anglophones, je veux parler des sœurs puisqu'on parle de la journée internationale de la femme. Savez-vous que dans les régions anglophones là-bas, nos sœurs sont obligées parfois de se prostituer pour manger? Mais il n'y a pas qu'en région anglophone, je vais vous dire. Là-bas, c'est très grave. Vous parlez à quelqu'un qui a tourné un documentaire sur le sujet. En début 2006, mon ami Olivier Enogo et moi tournions le documentaire « Les filières africaines de la prostitution » qui m'avait valu d'être séquestré au Cameroun à l'époque par Madame Suzanne Bombach, 48 heures sans passeport. Et je vais vous dire que ce n'est pas qu'en région anglophone. Je vais peut-être le dire ici ouvertement. J'ai dû payer de mes poches 400 000 francs pour faire former une jeune femme, Betty Ewondo, qui est restée une amie, pour qu'elle fasse une formation et qu'elle quitte un certain milieu que j'ai rencontré lors de ce documentaire-là. Oui. Donc, ceux qui écrivent sur la toile que Jackie moi faut être rivaliste, bon, donc cette prostitution-là est partout dans le Cameroun. Oui, j'y reviens, Jacques et moi. Il ne faut pas seulement dans le Cameroun, dans le monde, c'est le plus vieux métier au monde. Mais il y a prostitution et prostitution. Il y a des filles qui aiment la prostitution. Il y a d'autres qui sont obligées de faire la prostitution. Il y a d'autres qui sont les situations, les conditions qui les poussent, n'est-ce pas, à faire certaines choses sans vraiment le vouloir. Donc, du coup, le cas de nos sœurs là-bas, on vous parle des filles de 13 ans, 14 ans en montant, qui, voilà, et c'est pas seulement dans les régions anglophones. Au Nigeria, les réfugiés au Nigeria, vous voyez une fille qui vient d'accoucher, le bébé a seulement 5 mois, mais elle doit se retrouver en train de coucher avec 5 hommes, 6 hommes, pour avoir ne serait-ce qu'un bol de riz, ou bien un peu de haricots, pour aller préparer et manger. Ça, c'est grave. Parce que quand on parle des choses, il faut qu'on soit clair. Il y a des filles là-bas qui n'ont même pas les moyens d'acheter une garniture et prennent des herbes. Elles mettent dans leur fesses. Vous savez quelles sont les maladies qu'elles peuvent avoir avec ces histoires? Et quand elles sont en train de saigner, elles mettent des herbes. Excusez-moi d'être cru. N'exagérez pas là. Excusez-moi d'être cru. Je dis exactement ce qui se passe là-bas. Des femmes qui mettent des herbes dans leurs fesses pour essayer de stopper le saignement. Hein? Vous pensez, c'est pas un jeu. Il y a également des bébés, n'est-ce pas? Je parle là des femmes qui accouchent dans les brousses parce qu'elles fuient les coups de feu et patati patata. Elle arrive en brousse, elle accouche, elle dépose le bébé, elle dort. La nuit, le matin, le bébé est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a piqué. Et ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Ce sont toujours des femmes. Bon, laissons même le côté anglophone, même si ça n'existait pas, mon cher frère. Il y a des femmes actuellement, pas actuellement, au pays, qui avaient été, on peut dire, séquestrées, n'est-ce pas, à l'hôpital, parce qu'elles n'avaient pas payé des soins d'accouchement et autres. Voilà, autant de choses à décrire. On ne va pas parler de Monique Oumatekel ou bien de Vanessa Tchatchou qui avait perdu qui s'était vu voler son bébé, et la feu Monique Oumatekel qui, voilà. Donc on ne va pas revenir sur ces événements, mais tout le monde sait ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre pays, en ce qui concerne d'abord la femme. Est-ce que vous savez, mon cher frère, que au moins 7000 femmes meurent chaque année au Cameroun quand elles veulent donner la vie? C'est fort possible, vu l'état des hôpitaux, que j'ai quelquefois... Alors, est-ce que ici, chez nous, ici, pas, je dis pas chez nous, ici où nous vivons actuellement... Ici chez vous, l'endroit où vous vivez... oui, oui, effectivement, voilà. Ici où nous vivons actuellement, est-ce qu'il y a ces affaires de pagne du 8 mars? Non. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Effectivement, c'est une façon de faire comprendre à nos femmes que vous pouvez utiliser cette journée où tout le monde, tous les yeux, toutes les caméras du monde entier sont rivées sur vous pour passer un message. J'avais proposé ceci. Vous pouvez vous habiller en noir le 8 mars pour pleurer parce que dans votre pays, c'est le deuil. Pensez à maman Happy, 96 ans, aveugle, qui avait été brûlée dans sa maison. Oui. Pourquoi les femmes veulent seulement aller acheter ce pain qui enrichit certaines personnes? Parce que c'est devenu un commerce. Ce n'est plus une affaire de journée internationale du droit de la femme, mais c'est devenu la journée du commerce du pain du 8 mars. Et du dévergondage un peu. Dévergondage et autres. Soulever, boire. Bah voilà. Dans les caniveaux. Effectivement, et c'est pour ça que lorsque, au vu de tout cela, nous disons non. À un moment donné, il faut dire non, mon cher frère. Le journaliste doit quelquefois donner son point de vue. Il a ce droit-là désormais. J'ai un frère
Bassa, Étienne, le Mvokada, que Samuel Eto'o connaît bien car c'était le meilleur défenseur Samuel Eto'o au quartier, qui est décédé il y a 10 ans, empoisonné par son épouse parce qu'il ne lui a pas acheté le pain du 8 mars. Des cas comme ça, il y en a presque tout le temps. Il y a des divorces, il y a des tabassements, si on peut dire ça comme ça, vous savez la langue française comme vous disiez tout à l'heure. Il y a tout genre de choses qui arrivent au lendemain du 8 mars, c'est-à-dire le 9 mars. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est le dévergondage. Il doit aussi avoir des enfants de Jacob qui sont donnés à Pierre ce jour-là, hein, vu tout le dévergondage qu'il y a. Ben, la journée du 8 mars, chère dame, chère maman, chère sœur, est faite pour permettre aux dames, aux femmes de s'exprimer, pour faire évoluer leurs conditions dans la société. C'est pas une journée faite pour boire, soulever des pains ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs, surtout ici en Occident, des femmes soulever les pains le 8 mars. J'ai été au Ghana, en Afrique du Sud, au Gabon. J'ai fait, je sais plus combien de pays, je dois en avoir fait au moins 20 au monde. J'ai pas vu des femmes le 8 mars soulever des pains, boire, dormir dans les caniveaux. Voilà. Effectivement, comme je disais tantôt, cette affaire du pain de 8 mars est devenu le business de certaines personnes au pays. C'est devenu leur business et le prix de ce fameux pain augmente, je pense, de 500 francs chaque année. C'est-à-dire, à une époque, je me rappelle bien, ça coûtait 5 000 francs. C'est déjà monté jusqu'à 6 000 ou 6 500, je ne sais même plus trop. Et c'est vraiment dommage. Nos femmes n'ont pas d'éducation. Vous savez, dans un pays où l'éducation est biaisée, la santé est biaisée, c'est très grave pour l'avenir de ce pays. Il va falloir qu'elle se remette en question. À quoi nous sert le pain du 8 mars? Je dirais globalement à rien. Parce qu'avec ou sans pain, vous fêtez la journée internationale du droit de la femme. On ne le fait même pas, on s'est réunis, on fait des colloques, on discute de ces conditions. Oui, parce que chez nous au Cameroun, on dit fêter, ça veut dire quoi? Même quand on dit le 25 décembre, le 1er janvier, tout c'est on fête. En fait, c'est une journée de concertation. Nous, on dit seulement fêter pour que les gens comprennent que c'est pas une journée comme les autres. C'est une journée de concertation, une journée de conférence, une journée d'éducation. Il y a ce fléau qui est en train de finir les Camerounais aujourd'hui. Personne n'en parle. C'est comme si c'est normal. Le VIH-Sida. Ah oui. Combien de femmes sont atteintes du VIH-Sida? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Des gens sont toujours dans le noir. Ah, j'ai le sida, si je dis à mon frère, si je dis à ma soeur, machin, truc. On devrait éduquer parce que cette contagion-là, ça passe par la femme. Avant d'arriver en majorité, ça passe par la femme aussi. Donc la femme aussi est concernée par cette affaire. Elles doivent en parler. Elle est même plus que concernée car c'est elle qui donne la vie. Et c'est elle qui donne la vie, effectivement. Merci beaucoup, mon frère. Et qui l'entretient. Et voilà. Parce que votre papa n'aurait pas pu vous élever mieux que votre maman. Effectivement, elle est principalement concernée. Ouais. En ce qui concerne la vie humaine, la femme est la mère de l'humanité. Donc, au lieu de sombrer dans le dévergondage, dans la boisson, dans l'hystérie totale, il serait mieux de se concerter, de causer, de s'éduquer. D'apprendre même à vos jeunes enfants comment on prépare le pain, le cuit, le coquille, le mbongo chobi, le ndolé, parce que les jeunes ne savent plus faire la cuisine. Voilà, ça sert à ça aussi le 8 mars, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une journée de causerie, d'éducation, de concertation. D'ailleurs, avis aux dames du 8 mars, si je suis au Cameroun à cette période-là, j'ai fait éruption dans toutes les maisons. Je commencerai par la maison d'Anna Lima à Ekonou, pour voir ce qu'elle a cuisiné. Bon, voilà. Alors, la femme est la mère de l'humanité. Vous le dites si bien. Nous sommes le 5 décembre. Il y a une semaine, nous étions le 28 novembre. C'était un mercredi. J'ai été introduit dans un restaurant camerounais à Lyon, pas loin de la rue de la Guillotière. Les habitués connaissent. Il se trouve que cette dame, la tenancière de ce restaurant, est la dame à qui la brigade anti-Sardina aurait arraché la perruque lors de ce spectacle de Catino qui a tourné un peu court. Est-ce vrai que sa perruque a été arrachée? Effectivement, moi-même j'ai constaté ça en vidéo. La perruque de la dame avait effectivement été arrachée par des combattants en colère suite à une provocation. Je ne justifie pas l'acte posé par ces combattants, mais suite à une provocation de la dame, parce que la vidéo, elle est bien claire. Vous ne pouvez pas avoir affaire à des personnes qui manifestent et vous venez les provoquer et les narguer.
montrer que vous êtes très belle et autres. On ne peut pas contrôler la colère de la foule. On ne souhaite pas que ce genre de trucs arrivent. Je vais vous rappeler, moi je suis allé soutenir la brigade anti-Sardinard 2 fois sur le terrain. Une fois, c'était au Vendôme, où c'est Coco Argenté. Au Vendôme, c'est Coco Argenté qui devait... Tout s'est passé normalement. Tout s'est passé normalement, on était d'un côté de la route, on manifestait, on chantait, on disait vous pouvez pas faire ça pendant qu'il y a des morts et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le promoteur de la soirée est venu vers nous, on a parlé, on lui a dit voilà, voilà, la police est venue vers nous, on a parlé, on a dit voilà, voilà, puisqu'on ne faisait que le faire avec insistance, on était déterminés, il n'y a pas eu de vandalisme, de casse et autres. Le promoteur est revenu vers nous, il nous a dit, moi j'ai compris votre message, je vais faire partie Coco Argenté parce que moi je ne vais pas mettre en péril ma soirée à cause d'une artiste. Tout s'est passé normalement au Vendôme. En effet, tranquillement, la soirée est terminée. Je suis parti à l'intérieur vérifier si effectivement Coco Argenté était sorti. Et après, nous sommes rentrés. Tout simplement, ils ont continué leur soirée. Coco Argenté est rentré dans son hôtel. Tout s'est passé normalement. C'est pas le vandalisme. Par contre, dernièrement, nous étions allés soutenir une fois de plus la brigade anti-Sardinard sur le terrain. J'ai vu de mes propres yeux les provocations de certaines personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, de combattre les combattants de la brigade anti-Sardinard. Donc c'est devenu comme si c'est une guerre contre eux ou avec eux. C'est-à-dire quoi? Vous voyez des personnes qui manifestent, ils manifestent, ils manifestent, vous venez les insulter. Il y a des vidéos, ils les insultent, ils les provoquent, d'autres viennent même dans la foule. Vous voyez, peut-être il y a au moins 50 personnes qui sont énervées. Parmi ces personnes qui vont boycotter les artistes, il y en a qui ont perdu leur famille dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Quand vous venez les narguer, vous vous attendez à quel genre de réaction de leur part? On peut être devant quelque chose, mais on ne peut pas contenir la foule. On ne peut pas contenir la colère de la foule. Je suis vraiment désolé pour cette dame qui a vu sa perruque enlevée. Ce n'était pas quelque chose qui a été prévu. Mais aussi, il faudrait que des gens comprennent. Quand il y a un mouvement d'humeur, il ne faut pas aller narguer les gens qui ont laissé leur famille et tout, et tout, et tout, pour... voilà. Je vais le redire ici à ceux qui passent leur temps à écrire que Jackie Moifo est très balèze. Jackie Moifo FSI, il reçoit. On m'a fustigé de vous recevoir sur mon plateau. Sachez que JMTV+, est un média ouvert à tout le monde. Je reçois ceux qui me sollicitent. Je vous ai rencontré dans les manifestations. Je vous ai dit, ce serait bien que vous veniez vous exprimer. Je voulais vous entretenir sur cette journée du 8 mars et le déshabillement des femmes. Effectivement. Vous avez eu la gentillesse de me rappeler. Je vous ai dit, ok, calons une date. La première date n'a pas eu lieu, celle-ci est venue, vous êtes là. Toute personne qui me sollicite, qu'elle soit de l'enfer, du paradis, du pouvoir, de l'opposition, est la bienvenue ici à condition de répondre à mes questions. Donc cette dame dont la perruque a été arrachée à Lyon, j'ai été dans son restaurant amené par un enfant que j'ai formé, un enfant Ewondo que j'ai pris dans la rue, à Anguissa, que j'ai formé, qui est aujourd'hui un homme. J'en ai fait un homme, j'en suis fier. C'est lui qui m'a amené dans ce restaurant. J'étais le seul Bamileke dans la troupe. J'étais le seul. Il y avait un Bassa, 3 Ewondo, une Togolaise et moi le seul Bamileke. J'y ai mangé du porc brisé, j'y ai mangé du poisson maquereau brisé avec du bâton de manioc. Je n'ai pas eu peur de m'y rendre, même si des gens sont venus me narguer, me provoquer. Je n'ai fait que manger. Et j'ai même sollicité avoir cette dame en interview. Ça, c'est pas fait. Pourquoi? Je préfère ne pas m'étaler là-dessus. Donc, tout le monde a le droit de me solliciter de venir sur ce plateau. Et je reçois tout le monde, même Jean-Marie Le Pen, s'il veut bien venir répondre à mes questions. Alors, Max, avant qu'on ne boucle cette émission, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Et je n'ai pas tilté dessus, car le journaliste ne sait jamais tout. Pas forcément. Peut-être quand est-ce que Max a commencé à combattre, ou alors pourquoi est-ce qu'il a commencé à combattre. C'est surtout pourquoi qui m'intéresserait. Voilà. Les téléspectateurs aussi. Voilà. Pourquoi? Donc, suite aux événements qu'il y a eu en 2016, bien évidemment, avec le problème dans les régions du nord et du sud-est, d'où il y a eu les avocats et les enseignants. Qui ont été tabassés et ensuite c'était une série de manifestations. J'ai commencé à faire des posts
j'ai commencé à faire des posts pour des prises de position pour dire voilà, vous ne pouvez pas tabasser des avocats, vous ne pouvez pas des avocats en touche, ça se fait pas. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas, ils sont en train de revendiquer pacifiquement, vous les tabassez, ça peut entraîner quelque chose. Déjà qu'il y a une grosse colère, n'est-ce pas, au niveau de la communauté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, n'est-ce pas, il y a une grosse colère d'abord de ce côté-là, parce qu'ils se sentent à un niveau un peu, ils se sentent délaissés, au niveau, puis rejetés, au niveau du développement, au niveau également de la classe sociale, parce que rappelez-vous, moi j'étais jeune, j'avais remarqué quelque chose qui me faisait tellement mal, c'était le fait qu'on appelle toujours les gens un Bamenda comme ça. Voilà, moi un Bamenda comme ça. Nous on disait je suis ton Bamenda, ça veut dire ton moins cher. Ton moins cher. Et pourtant c'est pas ça, c'est parce que c'est des personnes tellement honnêtes et paisibles à vivre. Donc tellement ils étaient paisibles à vivre qu'on se disait toujours ils sont là, ce sont les comme ça, comme on a l'habitude de dire chez nous, comme on préfère, voilà, on préfère souvent se taire sur certaines paroles qui sont avancées. Du coup, les gens ne comprennent pas cette frustration qui s'est accumulée d'année en année. Donc, comme je disais tantôt, suite donc aux événements qu'il y a eu, je faisais des posts. Après les posts, là, il y a eu des événements où il y avait l'esclavage en Libye. Il y a eu beaucoup de trucs. J'ai donné mon point de vue. Parce que je vais vous rappeler, Max Seigneur Ivoire, qui est mon pseudonyme, a fait le chemin de l'exil, le chemin de la Libye. Comment ça? Ah ben oui, je suis passé par le Niger, le Nigeria, l'Algérie, la Libye, j'ai traversé la mer Méditerranée avant d'atterrir en Italie. Donc c'est un chemin que j'ai vu tout ce qui se passe là-bas, j'ai vu comment des Camerounais meurent comme des mouches là-bas. Et vous voulez me prendre ce livre? Vous êtes donc concerné par ce livre qui est écrit par mon ami et moi? Voilà, ils ont vendu mon frère. Ouais. Effectivement. Mon frère qui a votre âge a été vendu en Libye. Bah voilà. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire ce livre conjointement avec mon ami Yannick Nambo. Effectivement. Il va publier cette année. Oui. Vous voulez le présenter aux téléspectateurs? Bah oui, ceux qui le souhaitent, c'est sur Amazon. Vous commandez, ils ont vendu mon frère. Ils ont vendu mon frère. Voilà le livre, merci déjà pour ce livre, mon frère. Donc, j'étais en train de dire, c'est un chemin que j'ai parcouru. C'est un chemin, j'ai vu les embûches qu'il y avait sur ce chemin et j'ai vu beaucoup de Camerounais mourir, même les bébés, les femmes, j'ai vu des cadavres, j'ai vu tout genre de choses là-bas. Donc du coup j'étais un peu révolté par rapport à la politique africaine, c'est-à-dire la façon de faire la politique de nos chefs d'État. J'étais vraiment révolté contre ça. Donc ça, ce ne sont que des trucs qui m'ont vraiment poussé à exploser. Donc après, dans ce problème des avocats et des enseignants du nord-ouest et du sud-ouest, il a commencé des séries de manifestations. Après les séries de manifestations, il y avait des morts. Il y avait des morts. Et quand il y a eu des morts, il y avait des manifestations, n'est-ce pas, de nos frères dans la diaspora ici, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, ils parlaient déjà de sécession et autres. Quand le président de la République, après le sommet de l'ONU aux États-Unis, est revenu au Cameroun, il a déclaré la guerre, n'est-ce pas, parce qu'il y aurait des gendarmes qui auraient été tués et autres là, il a déclaré la guerre. Pourtant, depuis que les anglophones manifestaient, les enseignants manifestaient, les étudiants manifestaient, ils ont été tabassés, certains ont été tués, d'autres ont été violés. Il y a des vidéos qui circulent où on voit comment les policiers retournaient des jeunes filles dans la boue. Voilà. Donc, il n'a pas parlé, il ne s'est pas prononcé, il n'est même pas allé là-bas pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non. Il est revenu, il a trouvé judicieux de déclarer la guerre. Et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à crier. La prise de conscience. Oui, j'ai commencé à crier parce que j'étais vraiment énervé. J'ai commencé à crier sur tous les toits en faisant des directs de conscientisation. Des directs. J'ai fait beaucoup de directs où j'ai reçu des hommes politiques du pays parce qu'ils ont vu la détermination d'un combattant. Ils ont décidé de venir s'exprimer parce que l'audience n'était pas mal. Ils ont décidé de venir s'exprimer. J'ai reçu au moins 4 hommes politiques de notre pays. Et c'est comme ça. Max s'est lancé comme ça. Et puis, depuis 1 an et demi, je ne fais que faire des directs pour la conscientisation des Camerounais. Donc, c'est un peu ça le parcours de Max Seigneur Ivoire. De Max Seigneur Ivoire, de son vrai nom, Brice Tchassem Kayo. Un lien de parenté avec Kayo Eli?
Non, Caillou Eli, non. Donc juste un homonyme. Si je peux placer un dernier mot avec votre permission, mon frère, c'est pour dire nous sommes inébranlables et le combat continue parce que le combat que nous menons, c'est le combat pour la libération du peuple camerounais. Donc restez toujours mobilisés, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas un chemin facile. Nous sommes parés à toute éventualité, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Bonne journée et bonne soirée à tout le monde. Bon, ben, merci d'avoir accepté notre invitation et sachez que cette maison est la vôtre et celle de tous les Camerounais, de tous les Africains, de tous les Européens. Car j'ai même souvent reçu les Européens là, hein, on a bien vu. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Et d'ici là, malgré la situation difficile tant en France qu'au Cameroun, car en Afrique en général, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Voilà. Bye bye. Au revoir à tout le monde.